Et c'est au Qatar qu'on file maintenant, à 3 ans et demi de la prochaine Coupe du Monde de foot. Où en sont les préparatifs, les nouveaux stades? Est-ce que les conditions de travail des ouvriers se sont améliorées? Reportage de Julien Froment dans un instant. Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Europe 1. Je te donne tout ce que... Du lundi au vendredi à 8h40 dans la matinale de Nikos Aliagas. Eh bien la réponse sera juste après la consultation nationale. Mais d'après moi la réponse c'est je te donne Walou, rien du tout. Nicolas Canteloup tacle l'actualité. Voilà, donc je fais un bilan pour Carlos Ghosn. Voilà, il crève la dalle, il vit dans 4 mètres carrés et maintenant en plus il est chômeur. La revue de presse de Nicolas Canteloup, c'est du lundi au vendredi à 8h40 sur Europe 1. Europe 1, les carnets du monde. Voilà qui va intéresser les amateurs de foot. Sophie Larmoyer, on file maintenant au Moyen-Orient, au Qatar. La prochaine Coupe du Monde de foot sera organisée au Qatar en 2022, à des dates un peu décalées, chaleur oblige. Ça se passera entre le 21 novembre et le 18 décembre. Et dans les carnets aujourd'hui, on vous emmène là-bas faire un point des préparatifs, car Julien Froment était au Qatar le mois dernier. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Vous y étiez dans le sillage du PSG en pleine tournée commerciale, on peut dire ça, pendant 5 jours. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, le PSG est détenu par l'émir du Qatar, et donc Paris est venu mi-janvier à Doha, où il était plus question de business, de marketing que de football. Les Parisiens qui ont d'ailleurs bénéficié de certaines infrastructures du futur mondial 2022. Alors justement, vous en avez profité, vous, pour visiter certains sites de la prochaine Coupe du Monde. On va décrypter avec vous quelques-uns des enjeux de ce grand rendez-vous sportif. Mais je propose qu'on écoute d'abord votre reportage à Doha et dans ses environs. C'est parti. 5h du matin au sud de Doha, quartier de Waqif, le chant du muezzin rythmé par le son des marteaux-piqueurs. 24 heures sur 24, un balai incessant de grues et d'ouvriers se joue dans la capitale qatarienne qui depuis quelques années est devenue un chantier à ciel ouvert. Car en 2022, elle doit recevoir l'un des événements majeurs de sa jeune histoire, la Coupe du Monde de football. Stéphane est jockey, il vit là-bas depuis 13 ans. Il a tout de suite ressenti l'effet mondial sur le pays. Oui, il y a eu un élan supplémentaire qui a vraiment boosté le pays, qui est même un peu pénible au quotidien parce que c'est tellement des travaux de partout. Mais moi, je trouve que depuis 1 an ou 2, on voit quand même mieux dans quelle direction on va. C'est quand même un peu moins le chantier. En 13 ans, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, quoi. Il y a 13 ans, c'était que du sable. Après, c'est vrai que je dirais un peu que c'est fait au crayon à papier. Et puis le lendemain, on gomme. Finalement, on a raté là. C'est hallucinant. Rien n'est trop beau ou trop grand pour l'État qui fait pousser les villes et les stades dans le désert. Le cas le plus emblématique est celui de Lusail, situé à 15 km au nord du centre-ville de Doha. Toute la ville ou presque est en travaux, même les applications de cartographie ne sont pas encore tout à fait au point. Mais une fois achevée, cette ville doit devenir le nouveau visage du Qatar. Une ville durable et moderne, les termes qui reviennent le plus souvent dans la bouche des officiels qatariens. Les moyens sont là, 40 milliards d'euros d'investissement pour transformer un tas de sable en gratte-ciel, marina, building et centres commerciaux. Myriam s'est installée à Lusail il y a 4 ans. Elle assiste jour après jour à la naissance de la ville. Quand je suis venue habiter à Lusail, c'était encore une ville fantôme. J'avais l'habitude de faire ma marche avec mon mari vraiment dans une ville fantôme. Et aujourd'hui, on découvre 2 marinas, une promenade, des stades. C'est énorme. On a l'impression d'être un peu dans une ville futuriste. Quand on rentre de grandes vacances, souvent, on voit des immeubles qui ont poussé en un été. Et je pense que ça va être énorme. Le clou du spectacle reste le stade de Lusail qui hébergera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde. 3500 ouvriers se relaient jour et nuit, chiffre qui peut monter à 7000 dans les périodes de rush. Sous 26 degrés la journée au moment du reportage, mais bien plus l'été. Cela peut parfois dépasser les 45 degrés. Les footballeurs ne devraient eux pas avoir ce genre de problème. Le mondial se déroulera en hiver et l'enceinte ultra moderne aura un système de climatisation qui fait déjà la fierté de Tamine El Abed, le chef du projet du stade. C'est mis en œuvre dans différents endroits du monde, mais ça n'a jamais été fait sur un projet de ce niveau-là. Évidemment, sur le terrain, pour la sécurité des joueurs et pour qu'ils puissent jouer à leur meilleur niveau, on maintiendra une température à 26 degrés et une température agréable pour les spectateurs. Donc le fait que ce soit aussi gros et la complexité du design en font notre stade le plus ambitieux. Cette Coupe du Monde se joue aussi et surtout dans les tours du quartier d'affaires de Doha, au 38e et 39e étage de la Al Bida Tower. C'est là que siège le comité d'organisation du mondial. Musée qui retrace la courte histoire du football du pays. Vidéo de présentation de Qatar 2022 sur écran panoramique, maquette des 8 stades qui accueilleront les matchs et notamment
la première enceinte démontable de l'histoire de la Coupe du Monde, construite à base de containers et de matériaux réutilisés. Tout est ficelé au centimètre près. Le but pour le Qatar, c'est de ne pas pouvoir être pris à défaut sur un dossier qui dépasse le cadre purement footballistique. C'est aussi et surtout dans ce gratte-ciel que les grandes décisions sont prises. Malgré l'omniprésence de la FIFA dans l'organisation, le Qatar veut rester maître de son destin. Dernier exemple en date, le passage de 38 à 42 pays souhaité par la FIFA. Nasser Al-Khater est le secrétaire général adjoint à l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Nous avons tout prévu pour 32 équipes. On comprend que la FIFA, avec qui nous sommes en discussion, étudie toujours la faisabilité qu'il y en ait plus. Il est convenu avec eux qu'on regarde ce qu'il en est. Mais la FIFA est très claire, aucune décision ne sera prise sans l'accord du Qatar. À marche forcée, avec beaucoup de sueur et un peu de sang. Malgré les critiques, le Qatar est en train de finaliser l'un de ses projets les plus fous. Tout doit être prêt et livré pour 2020, soit 2 ans avant le début de la compétition. Du jamais vu dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Doha, Julien Froment, Europe 1. Voilà, des installations livrées 2 ans avant l'heure. Ça dit combien le Qatar espère être irréprochable sur cet événement. Julien Froment, quelques questions pour aller un peu plus loin. D'abord, il faut rappeler que cette Coupe du Monde s'inscrit dans une stratégie globale du Qatar qui fait tout pour devenir un acteur majeur du sport. Oui, exactement. Depuis de nombreuses années, le Qatar, qui s'appuyait essentiellement sur le pétrole et le gaz, voit désormais dans le sport un moyen de faire parler de lui en bien, mais aussi un autre moyen de développer une nouvelle économie. Et dans ce cadre-là, forcément, la Coupe du Monde est la pierre angulaire de ce qu'on appelle le soft power, une politique dite douce, et ça passe par l'organisation d'événements sportifs. Alors il va y avoir plutôt la Coupe du Monde. En septembre prochain, il y aura aussi les championnats du monde d'athlétisme. Et par le passé, il y a eu le mondial de handball en 2015, les Jeux asiatiques en 2006. J'ai rencontré à Doha l'ambassadeur de France au Qatar, monsieur Franck Gellet, et il analyse ce changement de stratégie. Le Qatar, d'ores et déjà, vit en partie sur une économie du sport en attirant un certain nombre de championnats. Et c'est un moyen, pas seulement de se faire connaître, mais c'est également un moyen de se développer, parce que ça veut dire faire venir des gens, rayonner et donner une certaine image de soi-même qui suscite en retour un intérêt pour le Qatar, pour d'autres personnes qui, du coup, voudraient y investir ou s'y intéresseraient d'une autre manière. Julien, la tournée des popotes du PSG le mois dernier dont vous parliez, c'était dans la même logique ? Ah oui, c'est un échange de bons procédés. Le PSG représente le Qatar à l'international, c'est sa vitrine. Quand Neymar ou Kylian Mbappé marquent un but, sous le maillot parisien, c'est de la publicité pour le Qatar dans sa communication à l'international. D'ailleurs, le PSG est utilisé dans les spots publicitaires de QTA, l'Office du tourisme du Qatar. On pourrait comparer un peu ça à l'aéroport de Doha qui est devenu un hub, une plateforme aérienne, un point de passage obligatoire pour aller aux 4 coins du monde. Le Qatar veut désormais devenir un hub en matière de sport. Et d'ailleurs, à Doha, il y a Aspire, qui est le centre de performance, un centre unique au monde qui accueille de nombreux clubs et de sportifs aussi, notamment durant la trêve internationale. Et puis, il y a aussi le centre de médecine Aspetar, qui lui aussi est à la pointe. Bref, le Qatar veut développer et pérenniser un tourisme du sport de haut niveau. Alors, il y a tout de même quelques éclats dans cette belle vitrine que vous nous décrivez, notamment cette question des conditions de travail des ouvriers qui construisent les stades. C'était évoqué dans votre reportage. On se souvient de plusieurs rapports ces dernières années qui dénonçaient des mois de travail sans repos, des journées de 18 heures sur les chantiers. Qu'en est-il ? On a abordé frontalement ce sujet avec les officiels et notamment Nasser Al-Khater, le secrétaire général adjoint à l'organisation du mondial. Et pour lui, le Qatar a fourni des efforts conséquents dans ce domaine. La question des aides sociales et des droits des travailleurs, on y travaille depuis le début, depuis qu'on a remporté l'organisation de la Coupe du Monde. Et on est très heureux et très fiers que notre travail en tant que comité d'organisation ait aussi créé du changement pour d'autres au Qatar. Ça a créé un élan de progrès. On est fiers de dire que cela a aussi poussé le gouvernement à changer les lois, avec de nouvelles normes à appliquer pour les employeurs sur les conditions de vie de leurs ouvriers, leurs conditions de travail, le nombre d'heures travaillées. Les changements et les progrès sont énormes. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis l'étranger, lisent les infos et critiquent pour le plaisir de critiquer. On les invite, ces gens, à venir voir de leurs propres yeux, se faire leur idée des progrès et de l'ampleur des changements réalisés en faveur des droits des travailleurs et de leurs conditions. En tout cas, ces progrès ont incité l'Organisation internationale du travail à clore la procédure pour travail forcé qui avait été ouverte depuis 2014 contre le Qatar. L'OIT a aussi ouvert un bureau à Doha, mais ça ne convainc pas tout le monde. Oui, ça c'est le discours officiel. On a voulu un contrepoint. On est donc allé toquer à la porte des ONG, notamment de
Sherpa qui est à la pointe sur le sujet des conditions des travailleurs. Marie-Laure Guillain est responsable des contentieux à Sherpa. Il y a eu des enquêtes en 2014 et plus récemment en 2018. Le constat est assez simple. Il y a des améliorations, mais qui ne sont pas forcément appliquées. Donc les conditions de travail que nous avons pu observer à travers les témoignages seraient donc caractéristiques de travail forcé puisque les passeports étaient confisqués. Les travailleurs qu'on a pu interroger nous parlaient de conditions de travail extrêmes, de 12 heures par jour sous 50 degrés au soleil sans protection adéquate. Beaucoup de ce qu'on appelle des morts naturelles pour les entreprises, mais ce que les travailleurs, eux, appellent des crises cardiaques. On peut encore parler de travail qui serait incompatible avec la dignité humaine. La législation n'a pas changé assez pour garantir les droits fondamentaux des travailleurs, notamment du point de vue syndical, d'un salaire minimum. Et c'est ce que nous montrions déjà en 2014. Même les entreprises ne respectent pas forcément les lois qataries qui sont parfois pourtant peu protectrices. Donc l'idée, c'est aussi maintenant qu'il y ait une amélioration de la législation, qu'elle soit appliquée sur place par les grosses entreprises, mais aussi par les sous-traitants, puisque la plupart des employés sont employés par la sous-traitance. Et l'enquête de l'ONG Sherpa aboutit à une plainte du comité contre l'esclavage moderne contre Vinci pour notamment travail forcé, réduction en servitude ou encore travail incompatible avec la dignité humaine. Je reviens au foot, Julien. Cette Coupe du Monde 2022, finalement, à 32 ou à 48 équipes? On ne le sent pas très chaud, l'organisateur, sur les 48 équipes. C'est un sujet de tension, très clairement. La FIFA, elle, pour des raisons, on va dire, financières et diplomatiques, voudrait une Coupe du Monde à 48 parce que ce sont des revenus supplémentaires qui pourraient arriver dans l'escarcelle de la Coupe du Monde. Pour le Qatar, là, ça bloque, tout simplement. Parce que le Qatar, si à 48 sélections nationales, il faut un petit peu agrandir les murs et donc aller toquer aux portes des voisins. Et on sait qu'en ce moment, les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite sont extrêmement compliquées. D'ailleurs, c'est peut-être le seul sujet tabou qu'il y a eu lors de mon séjour à Doha. Aucune personne ne voulait parler des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, la seule réponse, finalement, qui est assez visible dans tout Doha, ou même sur les pare-chocs des voitures, c'est le portrait de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. C'est un élan de nationalisme qu'il n'y avait pas auparavant au Qatar, mais ça montre que le pays n'est pas prêt à faire des concessions sur le sujet. En tout cas, on verra si le foot réussit à adoucir les mœurs diplomatiques comme c'est déjà arrivé quelques fois par le passé. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces explications. À bientôt dans les carnets.